J'étais là, figé, la main de Sophie serrant mon poignet comme dans un étau, au beau milieu de la magnifique salle de réception du château de Chantilly. Derrière les lourdes portes en chêne, le murmure des 300 invités, ou ce qu'il en restait, s'amplifiait. Marie, ma fiancée, ma presque femme, était toujours à l'hôtel, je l'imaginais, le voile relevé, attendant de savoir pourquoi son futur mari venait d'être kidnappé par sa bosse. L'impénétrable Sophie Dubois, la CEO de ma boîte. La marche nuptiale s'était arrêtée net, il y avait quelques secondes. Une éternité. J'ai tiré mon bras. Je n'ai rien dit. Juste tenu son téléphone, écran allumé. 5 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que tout ce que je croyais savoir sur Marie, sur nous, s'effondre. J'ai bien failli vomir. Le couloir était glacial, silencieux, sauf le son de ma propre respiration haletante. Qu'est-ce qu'elle m'avait montré, putain? Sophie restait là, impassible sous la lumière du lustre, sa voix de cyborg habituelle me perçant le cœur. Elle portait son tailleur anthracite de travail, le même qu'elle portait tous les jours. J'avais travaillé 4 ans pour elle. Je ne l'avais jamais vue à un pot d'entreprise, encore moins à un mariage, et jamais en dehors des heures de bureau. Elle était le genre de personne à te virer sans ciller si tes chiffres n'étaient pas là, mais à jamais se mêler de ta vie. Et là, elle venait de faire éclater la mienne. Qu'est-ce que vous foutez? C'est sorti plus sec que je ne le voulais. Mon smoking me serrait, étouffait ma poitrine. Pierre, mon fils, était dans la 2e rangée, avec Léa, mon ex. Il devait être terrifié. Et moi, j'étais là, traîné dans un couloir par ma patronne comme un gamin pris en flagrant délit de vol à l'étalage. Sophie a juste levé son téléphone à nouveau. Toujours sans un mot. L'écran, c'était sombre, mais trop clair à la fois. Un hall d'hôtel. La veille, 23h47. Marie franchissant les portes automatiques, dans la robe noire qu'elle disait porter pour son enterrement de vie de jeune fille. Et à côté d'elle, un homme en costume gris, sa main posée sur le bas de son dos. Ils riaient, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Aucune place à l'interprétation. Mon monde s'est flouté sur les bords. J'ai cligné des yeux, fort. La même image, la même femme, le même geste intime. Le sol a vacillé sous mes pieds, mais je me suis forcé à tenir. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Sophie a tapoté l'écran 2 fois. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Elle m'avait envoyé la photo. Elle a baissé son téléphone, le remettant dans sa veste. Je les ai vus entrer ensemble, a-t-elle dit. Son ton, neutre, factuel. Je quittais un événement de donateurs au même hôtel. J'ai attendu 20 minutes. Ils ne sont pas ressortis. Je me suis appuyé contre le mur froid. J'avais les mains moites. Le mariage était prévu depuis 8 mois. Marie avait choisi chaque détail. Les pivoines blanches pour la salle, parce que Pierre avait dit un jour qu'elle sentait comme le jardin de sa grand-mère. Le gâteau au citron, parce que je détestais le chocolat. Elle avait demandé à Pierre de la conduire à l'hôtel, son propre père étant décédé 3 ans plus tôt. Pierre s'était entraîné pendant des semaines, fier comme un coq. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais cru à tout ça. Je m'étais juré de ne plus jamais me risquer en amour après Léa. Après notre divorce, quand Pierre n'avait que 3 ans, elle avait juste dit qu'elle n'était pas faite pour la maternité ou le mariage, et elle était partie. La bataille pour la garde avait duré 1 an. J'avais eu la garde complète et passé les 3 années suivantes à apprendre à tresser des cheveux, préparer des déjeuners et expliquer pourquoi certaines mamans partent. Quand Pierre avait 7 ans, j'étais convaincu que mon rôle de père célibataire me suffisait. Je n'avais pas besoin de risquer mon cœur à nouveau. On était bien. Enfin, je croyais. Et puis Marie est arrivée. Je ne me souviens plus exactement comment on s'est vraiment rencontrés. C'était lors d'une kermesse de l'école primaire, il y a 2 ans, je crois. Ou peut-être un peu moins. Une journée ensoleillée, ça oui. Elle était institutrice en CE2. Elle connaissait Pierre de vue, même s'il était en CE1.
Elle portait une robe d'été jaune et tenait d'un plateau de brownies. Je me souviens d'elle qui me demandait si je voulais acheter un ticket de tombola. J'en avais acheté 10. Elle avait ri, dit que j'en faisais trop. J'avais osé l'inviter à dîner. Elle avait dit oui. Pendant 18 mois, Marie avait été constante, patiente. Elle ne poussait pas quand Pierre avait de mauvaises journées ou quand je travaillais tard. Elle venait au match de foot de Pierre, faisait des crêpes le samedi matin. Elle ne m'a jamais demandé de parler de Léa. Elle me laissait guérir à mon rythme. J'étais tellement, je sais pas, soulagé, peut-être, de pouvoir juste respirer. Quand j'ai fait ma demande à Noël dernier, c'est Pierre qui m'a tendu les crins. Marie avait pleuré et dit oui avant même que je finisse ma phrase. On était un genre de famille, une vraie famille recomposée, comme on dit. Et moi, j'y croyais. J'avais tellement besoin d'y croire. Et maintenant, j'étais là, dans ce couloir, à regarder ma bosse, essayant de comprendre comment ces 18 mois pouvaient être un mensonge. Sophie me regardait sans bouger. Elle n'était pas le genre de personne à offrir du réconfort. Elle dirigeait une entreprise de capital risque qui valait des milliards. Elle virait les cadres sous-performants sans hésitation. Elle avait la réputation d'être impitoyable dans les salles de réunion et invisible partout ailleurs. Je la respectais précisément parce qu'elle gardait ses distances. Elle ne me posait jamais de questions sur ma vie personnelle. Elle ne partageait jamais la sienne. « Pourquoi êtes-vous là » ai-je fini par demander. Ma voix sonnait creuse, même pour moi. La mâchoire de Sophie s'est contractée. Pour la première fois, quelque chose a traversé son visage. Hésitation, peut-être, ou regret. Elle a redressé ses épaules et a croisé mon regard directement. « Parce que vous méritez mieux qu'un mariage construit sur des mensonges », a-t-elle dit. Pas de drame, pas d'émotion, juste la vérité, livrée comme une clause de contrat. J'ai relâché un souffle que je ne savais pas que je retenais. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. J'avais embrassé Marie au revoir hier soir, après qu'elle soit rentrée de son dîner. Elle sentait le vin et le parfum. Elle avait dit que les filles s'étaient bien amusées. Elle avait dit qu'elle avait hâte de m'épouser demain. Elle avait embrassé mon front et était montée se coucher. J'étais resté tard pour emballer un cadeau pour elle, un bracelet avec la pierre de naissance de Pierre. J'allais le lui offrir après la cérémonie. Les portes de la salle se sont ouvertes. Marc, mon meilleur ami et témoin, a passé la tête. Son visage était tendu de confusion. Il m'a regardé, puis Sophie, puis moi de nouveau. « Tout le monde demande ce qui se passe », a dit Marc prudemment. « Marie te cherche. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Marc a baissé les yeux au sol et a refermé la porte. Les voix à l'intérieur ont grossi. Je pouvais entendre le ton aigu de ma mère percer le bruit. Elle était venue de Nice pour ça. Elle m'avait dit il y a une semaine à quel point elle était fière que je donne une vraie famille à Pierre. Sophie s'est approchée. Elle a gardé la voix pétée. Vous pouvez y retourner et finir la cérémonie si vous voulez. Je ne vous arrêterai pas, mais vous passerez le reste de votre vie à vous demander si j'avais raison. Ou vous pouvez partir maintenant et faire face aux conséquences. Dans tous les cas, vous devez choisir. Je l'ai regardé, vraiment. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de pitié, pas de satisfaction, quelque chose de plus proche de la douleur. Comme si elle comprenait exactement ce que ce moment provoquait. Comme si elle avait, elle aussi, été une fois dans un couloir similaire et fait un choix qu'elle ne pouvait pas reprendre. J'ai pensé à Pierre, assis là-dedans, déjà trop familier avec la déception. Il m'avait demandé la semaine dernière si Marie allait partir comme maman. Je lui avais promis que non. J'avais promis que cette fois serait différente, que Marie nous aimait tous les deux, qu'on allait être une vraie famille. J'ai fermé les yeux. 2 choix. Retourner dans la salle, sourire à 300 personnes et épouser une femme qui aurait pu passer la nuit dernière dans la chambre d'hôtel d'un autre homme. Ignorer la photo, me convaincre qu'il y avait une explication, faire comme si tout allait bien, ou affronter la vérité,
Admettre que je m'étais encore trompé. Admettre que j'avais échoué à protéger Pierre d'une autre promesse brisée. J'ai ouvert les yeux. Sophie me regardait toujours, attendant. Ne jugeant pas, juste attendant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai regardé la photo qu'elle m'avait envoyée. Le timbre horaire brillait sur l'écran. 23h47. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai redressé mon nœud papillon et j'ai pris une grande inspiration. J'y retourne et je dis doucement. Il fallait que je l'entende d'elle, que je la regarde dans les yeux. L'expression de Sophie n'a pas changé, mais quelque chose dans sa posture s'est raidi. Elle a hoché la tête une seule fois et s'est écartée. J'ai marché devant elle vers les portes de la salle. Ma main a touché la poignée en laiton. J'entendais le quatuor à cordes recommencer à l'intérieur, essayant de combler le silence gênant. J'imaginais Marie debout à l'autel dans sa robe blanche, probablement confuse et blessée, et attendant que je revienne expliquer. J'ai poussé la porte et je suis entré. Toute la salle s'est tournée vers moi. Le quatuor à cordes a faibli. Quelqu'un a toussé, un son qui a résonné sous la voûte. Marie, figée à l'autel, son voile rejeté en arrière. Ses yeux étaient grands et humides, soulagés d'abord, puis confuses, et enfin quelque chose comme de la peur. J'ai descendu l'allée. Chaque pas semblait mécanique. Ma mère a tendu la main depuis sa place, mais je ne l'ai pas regardée. Pierre était parfaitement immobile dans la deuxième rangée, ses petites mains serrant le bord du banc. Léa était assise à côté de lui, la bouche pincée. Elle n'a jamais vraiment aimé Marie. Elle m'avait dit il y a 6 mois que cette relation semblait trop facile, trop parfaite. J'avais mis ça sur le compte de la jalousie. L'officiant, un homme rond d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants, s'est raclé la gorge et a souri faiblement. Il a fait un geste vers Marie comme pour dire que tout allait bien maintenant. Juste une petite interruption. Rien à craindre. Je me suis arrêté à 1 mètre de l'autel. Marie a fait un demi-pas vers moi, mais s'est arrêtée quand elle a vu mon visage. « Julien, qu'est-ce qui s'est passé? » Sa voix était douce, tremblante. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Le mouvement était minime, mais tout le monde l'a vu. Un murmure s'est répandu dans les rangées d'invités. Le sourire de Marie s'est fissuré sur les bords. Elle a jeté un coup d'œil à l'officiant, puis de nouveau à moi. « On peut parler », je me suis entendu dire. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'expression de Marie est passée de la confusion à l'alarme. Elle a hoché la tête rapidement et a regardé l'officiant. « Donnez-nous juste un instant », a-t-elle dit joyeusement. Trop joyeusement. Elle a pris mon bras et a essayé de me diriger vers la porte latérale près de l'autel. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé au-delà d'elle les rangées de bancs tapissés, blancs et parfaits. Pierre avait aidé à les arranger hier. Il avait été si prudent de ne pas plier les pétales. J'ai tourné et j'ai redescendu l'allée, non pas vers les portes principales, mais vers le petit salon à côté de la salle. Marie a suivi. Ses talons claquaient sur le marbre. Les murmures sont devenus plus forts. Le téléphone de quelqu'un a vibré. J'ai poussé la porte du salon et je l'ai tenue pour Marie. Elle est entrée et j'ai fermé derrière nous. La pièce était petite. 2 fauteuils, une bibliothèque, une fenêtre donnant sur le jardin. Marie s'est tournée vers moi, ses mains tordues l'une dans l'autre à sa taille. Elle tenait toujours son bouquet. Rose blanche et gypsophile. Elle avait passé 2 heures hier à s'assurer que chaque tige était parfaite. Je l'ai regardée et j'ai essayé de voir la femme que je pensais connaître. La femme qui faisait rire Pierre. La femme qui pliait mes chemises comme je les aimais. La femme qui m'avait embrassé et promis de m'aimer pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Marie s'est brisée. Elle a posé le bouquet sur le fauteuil et s'est rapprochée. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la photo que Sophie m'avait envoyée et je l'ai levée. Marie a fixé l'écran. Son visage est devenu pâle. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle m'a regardé, puis de nouveau le téléphone, puis le sol. Le silence s'est étiré. J'ai compté les secondes. 5, 10,
15. La respiration de Marie est devenue superficielle. Elle a pressé sa main sur sa poitrine et a secoué la tête lentement, non pas en signe de déni, mais de quelque chose de pire. De la résignation, peut-être, ou de la défaite. Elle a ouvert la bouche 2 fois avant que des mots n'en sortent. « Je peux expliquer », a-t-elle dit finalement. Sa voix était à peine audible. J'ai attendu. Je n'ai pas baissé le téléphone. Les yeux de Marie se sont remplis de larmes. Elle les a essuyés rapidement et a redressé ses épaules. Elle a regardé la porte comme si elle voulait s'enfuir. Puis elle m'a regardé de nouveau et quelque chose dans son expression s'est effondré. « C'était une erreur », a-t-elle dit. Les mots sont sortis précipités, désespérés. Ça ne voulait rien dire. Je jure que c'était juste une nuit. J'avais peur du mariage et je suis tombé sur lui au restaurant et on a commencé à parler et je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne pensais pas. C'était stupide. C'était tellement stupide. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'avais espéré une explication différente, un malentendu. Un cousin, un collègue de travail, n'importe quoi d'autre que ça. Marie a fait un pas de plus vers moi. Elle a de nouveau tendu la main vers la mienne. Cette fois, je l'ai laissé la prendre. Ses doigts étaient glacés. « S'il te plaît, » a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas d'ici. Pas maintenant. On peut s'en sortir. Je t'aime. J'aime Pierre. Ça n'a pas à tout gâcher. » J'ai retiré ma main. J'ai regardé le téléphone toujours allumé dans ma paume. Le timbre horaire affichait 23h47. J'étais à la maison avec Pierre. Nous avions regardé un film. Pierre s'était endormi sur le canapé et je l'avais porté à l'étage. Puis j'étais resté éveillé pour emballer le cadeau de Marie. Je me souvenais de m'être senti heureux, reconnaissant, comme si ma vie s'assemblait enfin après des années brisées. « C'est qui ?» ai-je demandé. Ma voix s'est sortie plate. Vide. Marie a tressailli. Elle a croisé les bras sur elle-même et a regardé la fenêtre. Le jardin à l'extérieur était plein de lumières blanches enfilées dans les arbres. Nous les avions testés la semaine dernière pour nous assurer que tout serait parfait. Marie s'était tenue au même endroit où je me tenais maintenant et avait dit que ça ressemblait à un conte de fées. « Quelqu'un de la fac », a-t-elle dit doucement. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il est revenu en ville il y a quelques mois. On a pris un café une fois, juste en amis. Puis hier soir, il s'est présenté au restaurant où on dînait. Les filles sont parties tôt et je suis resté pour parler avec lui. On a trop bu. Il a proposé de partager une chambre puisqu'on était trop saoul pour conduire. Rien ne s'est passé. Je jure que rien ne s'est passé. Je l'ai fixé. Elle mentait. Je le voyais à la façon dont elle évitait mon regard, à la façon dont ses mains tremblaient et à la construction soigneuse de son histoire. Sophie avait dit qu'elle avait attendu 20 minutes. Il n'était pas ressorti. Marie était rentrée après 1h du matin. Elle avait pris une douche avant de se coucher. Je me souvenais parce que j'avais entendu l'eau couler quand j'emballais le bracelet. « Tu mens », ai-je dit simplement. Le visage de Marie s'est froissé. Elle a couvert sa bouche de sa main et s'est détournée. Ses épaules tremblaient. Je l'ai regardée pleurer et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste un vaste vide là où mon avenir se trouvait auparavant. J'ai pensé à Pierre qui attendait dans la salle, au jour de vacances que j'avais pris pour organiser ce mariage, à la façon dont Marie m'avait regardé quand je lui avais fait ma demande, comme si j'étais tout ce qu'elle avait toujours voulu. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Marie s'est retournée. Son maquillage coulait, des traînées noires sur ses joues. Elle avait l'air plus jeune, soudain, vulnérable, comme la femme dont j'étais tombé amoureux à la kermesse de l'école. Mais cette semaine avait disparu. Peut-être n'avait-elle jamais existé. « Julien, s'il te plaît. » Marie a pris mes 2 mains. Sa prise était désespérée. « J'ai fait une erreur, et tu ne peux pas jeter tout ce que nous avons à cause d'une nuit. Pense à Pierre. Pense à la vie que nous avons planifiée. Pense à quel point nous avons été heureux. »
J'ai retiré mes mains. J'ai reculé d'un pas et les bras de Marie sont retombés le long de son corps. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, comme si elle ne pouvait pas comprendre qui j'étais ou ce que je faisais. J'ai réalisé qu'elle s'attendait à ce que je lui pardonne. Elle s'attendait à ce que j'avale le mensonge et que j'aille de l'avant parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Pierre mérite mieux qu'une famille construite sur des mensonges. Et je dis, ma voix était stable maintenant, claire. Moi aussi. L'expression de Marie a changé. Le désespoir a disparu. Quelque chose de plus dur a pris sa place. Elle s'est essuyé le visage du revers de la main et a redressé sa robe. Quand elle a reparlé, sa voix était froide. C'est ça, a-t-elle dit. Tu vas juste partir, me laisser là devant tout le monde, m'humilier comme ça? Je l'ai regardée et j'ai vu clairement pour la première fois. Elle n'était pas désolée. Elle était en colère d'avoir été prise, en colère que je ne jouais pas le jeu, en colère que le mariage parfait qu'elle avait planifié s'effondre. J'ai pensé à l'année et demie que nous avions passé ensemble, à tous les petits moments que j'avais chéris, les dimanches matins, les soirées calmes, la façon dont elle riait aux blagues de Pierre. Tout cela avait-il été réel? Ou avait-elle joué un rôle tout ce temps, le rôle de la partenaire parfaite jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait? C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. Pas moi. Marie a ri. Un son aigu, amer. Elle a ramassé son bouquet et l'a jeté contre le mur. Les fleurs se sont éparpillées sur le sol, des pétales blancs partout. Elle m'a regardé avec quelque chose proche de la haine. Tu es pathétique, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais les mots étaient clairs. Tu as cherché une excuse pour fuir depuis le jour où on s'est rencontrés. Tu es tellement terrifié d'être blessé à nouveau que tu vas détruire tout ce qui est bien avant que ça n'ait une chance de te faire du mal. Ton ex-femme a eu raison de partir. Qui voudrait passer sa vie avec quelqu'un d'aussi brisé? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai eu le souffle coupé. Marie a vu l'impact et a souri. Un sourire cruel, satisfait. Elle est passée devant moi vers la porte. Son épaule a frôlé mon bras. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée de porte, et m'a regardé. « J'espère que toi et Pierre apprécierez d'être seuls », a-t-elle dit. Puis elle a ouvert la porte et est sortie. Moment, je dois faire une pause, là. Le truc, toute cette situation, c'était une farce. Complètement absurde. Je veux dire, pensez-y. J'étais là, un type qui avait passé des années à essayer de colmater les brèches laissées par son premier mariage, qui avait enfin trouvé un semblant de paix, qui s'était convaincu qu'il pouvait recommencer. Et boum, tout ça se transformait dans cirque. En pleine cérémonie. Qui ferait ça? Honnêtement, j'étais pris dans un truc qui ressemblait à un mauvais film, un mélodrame avec ma patronne en deux ex machina. En fait, tout le monde était là, attendant une histoire d'amour, un truc parfait, et ce qu'ils ont eu, c'est un tableau chaotique. Je ne sais pas si c'était le choc ou la honte ou un mélange des deux, mais à ce moment-là, j'aurais juste voulu m'évaporer, disparaître. Mais la réalité était bien là, crue, et elle sentait l'humiliation. C'est dingue, non? Ça arrive à qui, ce genre de truc? Je suis resté seul dans la pièce vide. Mes jambes étaient faibles. Je me suis écroulé dans l'un des fauteuils et j'ai regardé les fleurs éparpillées sur le sol. À travers la porte fermée, j'entendais les voix monter dans la salle. Quelqu'un faisait une annonce. Je n'entendais pas les mots, mais je pouvais entendre le ton. Apologétique. Embarrassé, le mariage était terminé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau regardé la photo. Sophie m'avait sauvé la vie. Elle m'avait empêché de faire la plus grosse erreur de ma vie. Et j'avais presque ignoré son avertissement. J'avais presque voulu retourner là-dedans et épouser Marie quand même, parce que j'avais trop peur de ce que les gens penseraient. Trop peur de décevoir Pierre. Trop peur d'admettre que je m'étais trompé. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc. « Où t'es?
Tout le monde n'est pas. Ta mère te cherche. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas les affronter toutes de suite. Je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas regarder le visage de Pierre quand il réaliserait qu'il n'y aurait pas de mariage. Pas de nouvelle famille, pas de fin heureuse. J'avais promis à Pierre que cette fois serait différente. J'avais promis que Marie n'était pas comme Léa. J'avais promis qu'on irait bien. Un autre message, celui-ci de Sophie. Ça va? J'ai fixé le message. 3 mots simples. Pas de jugement, pas de pitié, juste de l'inquiétude. J'ai tapé une réponse. Non. La réponse est venue immédiatement. Où êtes-vous? Je lui ai dit. Moins d'une minute plus tard, la porte du salon s'est ouverte. Sophie est entrée et l'a refermée derrière elle. Elle a regardé les fleurs par terre, puis moi. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle s'est juste assise dans l'autre fauteuil et a attendu. Elle l'a avoué, et je dis, ma voix sonnait creuse. Puis elle a essayé de me convaincre que ça n'avait pas d'importance. Quand ça n'a pas marché, elle m'a dit que j'étais pathétique et brisé, et c'est pour ça que Léa était partie. L'expression de Sophie n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est contractée. Elle a regardé la porte comme si elle voulait courir après Marie. Puis elle m'a regardé de nouveau. Elle a tort, a dit Sophie simplement. J'ai laissé échapper un souffle qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Je n'étais pas sûr. Je me suis frotté le visage des 2 mains et je me suis penché en arrière dans le fauteuil. Le plafond au-dessus de moi était peint de chérubins et de nuages. Marie avait choisi cet endroit parce qu'elle avait dit que ça ressemblait au paradis. Je dois aller parler à Pierre, et je dis. Je n'ai pas bougé. Sophie s'est levée. Elle a marché jusqu'à la porte et l'a entr'ouverte. Je l'ai entendu parler à quelqu'un à l'extérieur. Un instant plus tard, Pierre est apparu dans l'embrasure de la porte. Son nœud papillon était de travers. Ses yeux étaient rouges. Léa se tenait derrière lui, mais Sophie l'a empêché d'entrer. Pierre a couru vers moi et a grimpé sur mes genoux. Il était trop grand pour ça, mais je l'ai quand même tenu. « Marie est partie ?» a demandé Pierre doucement. J'ai hoché la tête. Pierre a enfoui son visage dans mon épaule. Son petit corps tremblait. Je l'ai serré plus fort et j'ai fermé les yeux. J'avais encore échoué à donner à Pierre la famille qu'il méritait, échoué à le protéger de la déception, échoué à construire quelque chose de stable et de durable. Je suis désolé, ai-je murmuré. Pierre s'est retiré et m'a regardé. Ses yeux étaient sérieux, trop sérieux pour quelqu'un de son âge. « C'est pas grave, papa, » a dit Pierre. De toute façon, je ne l'aimais pas vraiment. J'ai fixé mon fils. Pierre a haussé les épaules et s'est essuyé les yeux avec sa manche. Elle était gentille, a continué Pierre, mais elle n'était pas vraiment gentille, tu sais. Je savais. Je l'ai de nouveau serré fort et j'ai regardé Sophie. Elle était toujours près de la porte, les regardant. Son expression était plus douce que je ne l'avais jamais vue, presque tendre. Elle m'a fait un petit hochement de tête et est sortie dans le couloir, refermant la porte derrière elle. J'étais assis avec Pierre sur mes genoux et j'écoutais les sons du mariage qui se dissolvaient à l'extérieur. Des voitures démarraient, des voix s'éteignaient. Le quatuor à cordes rangeait ses instruments. Tout ce que j'avais construit pendant les 18 derniers mois s'écroulait en poussière. Tout est perdu, ai-je pensé. Et peut-être que oui, mais au moins, c'était honnête. Léa nous a ramenés à la maison. Pierre était assis sur la banquette arrière, toujours dans son smoking, la tête appuyée contre la vitre. Personne n'a parlé. Les lumières de la ville défilaient. J'ai fixé mes mains sur mes genoux. Elles étaient toujours les mêmes. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Léa s'est garée devant ma maison. Elle s'est tournée pour me regarder. Son expression était prudente, pas tout à fait sympathique, pas tout à fait satisfaite, juste attentive, comme si elle essayait de décider si j'allais craquer. « Tu veux que je prenne Pierre cette nuit ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils. Les yeux de Pierre étaient fermés, mais sa respiration était trop superficielle pour le sommeil. Il écoutait. J'ai secoué la tête. « On va bien », ai-je dit. Léa m'a étudié un instant de plus,
puis a hoché la tête. Elle a tendu le bras et m'a serré l'épaule une fois, bref, maladroit. Nous ne nous étions pas touchés depuis des années, sauf pour des poignées de main aux événements scolaires de Pierre. Puis elle a lâché prise et a détourné le regard. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », a-t-elle dit. Je suis sorti et j'ai ouvert la porte arrière. Pierre est sorti sans un mot. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée ensemble. Léa a attendu que nous soyons à l'intérieur avant de repartir. J'ai entendu son moteur s'éloigner dans la rue, puis le silence. La maison semblait énorme, vide, comme si elle avait retenu son souffle, attendant une famille qui n'arriverait jamais. Pierre est monté directement à l'étage. J'ai entendu la porte de sa chambre se refermer. Pas claquer, juste se refermer. Doucement et définitivement. Je suis resté dans l'entrée, toujours dans mon smoking, et j'ai regardé le salon. La table basse était couverte de cadeaux de mariage que les gens avaient déposés en avance. Un mixeur, un ensemble de serviettes, un cadre photo, tous emballés dans du papier blanc avec des rubans argentés. Marie avait tout listé. Elle avait un tableau Excel. Elle savait exactement ce dont nous avions besoin pour commencer notre vie ensemble. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait et que la maison était silencieuse, je pensais à mon père. À la façon dont il répétait toujours, « Ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau ». Il parlait des marchands sur le marché de Lyon, mais maintenant, je comprenais ces mots autrement. Le château, les promesses de Marie, cette image idyllique de notre future famille, tout avait l'air trop parfait, trop beau pour être vrai, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens, ou du moins, j'étais en train de l'apprendre. J'avais voulu tellement désespérément y croire que j'avais fermé les yeux. Et là, j'étais seul avec juste des morceaux de cette illusion. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je l'ai bu debout devant l'évier, regardant par la fenêtre la cour arrière. La balançoire que j'avais construite pour Pierre l'été dernier était vide dans l'obscurité. Marie avait parlé d'avoir un autre bébé. Elle voulait une fille. Elle avait dit que Pierre serait un grand frère formidable. Je m'étais laissé imaginer ça. Une maison pleine, des rires, des dîners de famille normaux. Tout ce que je pensais avoir perdu quand Léa était partie. J'ai posé le verre et j'ai sorti mon téléphone. Ma mère avait appelé 6 fois. Marc avait appelé 2 fois. J'avais 17 messages. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'au nom de Sophie et je l'ai fixé. Elle m'avait envoyé un message 3 heures plus tôt, me demandant si j'allais bien. J'avais dit non. Elle n'avait pas répondu après ça. Probablement qu'elle avait compris que j'avais besoin d'espace. Elle était douée pour lire les gens. Ça faisait d'elle une excellente PDG. Ça la rendait probablement solitaire aussi. Mon pouce a bougé avant que mon cerveau ne comprenne. J'ai tapé rapidement avant de pouvoir changer d'avis. « Vous voulez prendre un verre ?» J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai immédiatement regretté. Il était plus de 23 heures. C'était ma boss. Elle avait déjà fait plus que ce qu'il fallait en me montrant la vérité. Elle ne me devait pas de réconfort. Elle ne me devait rien. J'étais sur le point d'envoyer un autre message pour m'excuser quand 3 points sont apparus au bas de l'écran. Puis sa réponse, « Où ?» Je lui ai donné le nom d'un bar à 6 rues de chez moi à Paris. Calme, sombre, le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Je suis monté à l'étage et j'ai vérifié Pierre. Mon fils était au lit, tout habillé, fixant le plafond. Je me suis assis sur le bord du matelas. Je sors un peu et je dis doucement, « Ça va ?» Pierre s'est retourné pour me faire face. Ses yeux étaient secs mais fatigués. Il avait de l'air plus âgé qu'il ne devrait. « Tu es triste ?» a demandé Pierre. J'ai pensé à mentir, à dire que j'allais bien, à protéger Pierre du poids des émotions adultes. Mais Pierre avait déjà vu trop de malhonnêteté aujourd'hui. Il méritait la vérité. « Oui, » ai-je dit, « je suis triste. » Pierre a hoché la tête comme s'il comprenait. Il a tendu la main et a pris la mienne.
Ses doigts étaient petits et chauds. C'est pas grave d'être triste, papa, a dit Pierre. Sa voix était posée, comme s'il répétait quelque chose que je lui avais dit un jour. On ne peut pas être heureux tout le temps. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. J'ai serré la main de Pierre et j'ai hoché la tête. Pierre a lâché prise et s'est retourné, remontant sa couverture jusqu'à son menton. Je me suis levé et j'ai éteint la lumière. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. « Je t'aime, mon grand », ai-je dit. « Moi aussi », a marmonné Pierre. Déjà à moitié endormi, j'ai enlevé mon smoking et j'ai mis un jean et un pull. J'ai marché les 6 blocs jusqu'au bar. L'air nocturne était froid. Mon souffle sortait en nuages. Les rues étaient presque vides. Quelques voitures passaient. Un chien aboyait quelque part au loin. J'ai gardé les mains dans mes poches et j'ai essayé de ne penser à rien du tout. Sophie était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise dans une banquette au fond, toujours dans son tailleur anthracite du mariage. Elle avait un verre de whisky devant elle, à moitié vide. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle et j'ai commandé la même chose. Le barman l'a apporté sans commentaire. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute, 2. Sophie a pris une gorgée de sa boisson et m'a regardé. « Comment va Pierre ?» a-t-elle demandé. « Mieux que moi », ai-je dit. J'ai essayé de sourire, mais ça me semblait faux sur mon visage. Sophie n'a pas souri en retour. Elle m'a juste regardé avec cette même expression impassible qu'elle utilisait lors des réunions du conseil. Calme, concentrée, présente. « Vous avez fait la bonne chose », a-t-elle dit. J'ai ri. C'est sorti amer. J'ai bu une gorgée et j'ai senti le whisky brûler ma gorge. Je voulais que ça fasse mal. Je voulais quelque chose de physique sur quoi me concentrer au lieu du vide qui se répandait dans ma poitrine. « Vraiment ?» ai-je demandé. « Parce que ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'avoir fait exploser toute ma vie devant tout le monde. Pierre s'est entraîné pendant des semaines à conduire Marie à l'hôtel. J'ai passé 18 mois à construire quelque chose que je pensais réel. Et maintenant, tout est parti. Tout. Parce que j'ai de nouveau fait confiance à la mauvaise personne. » Sophie a posé son verre avec précaution. Elle s'est légèrement penchée en avant, ses yeux fixés sur les miens. « Vous n'avez pas fait exploser votre vie, » a-t-elle dit. Sa voix était douce mais ferme. « Marie l'a fait. Elle a choisi de vous trahir. Vous avez juste choisi de ne pas vivre avec un mensonge. Ce sont 2 choses très différentes. » Je voulais la croire. Je voulais me sentir juste, vindiqué. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué, vidé, comme si j'avais couru un marathon pour me retrouver exactement là où j'avais commencé, seul, élevant Pierre seul, me demandant ce qui n'allait pas chez moi pour que les gens partent. Léa avait raison, ai-je dit. Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. Je suis brisé. Je ne sais pas comment choisir la bonne personne. Je ne sais pas comment faire pour que ça marche. Peut-être que je ne suis pas censé le faire. L'expression de Sophie a changé. Quelque chose de dur et de protecteur a brillé dans ses yeux. Elle a tendu le bras par-dessus la table et a pris ma main. Le geste était si inattendu que je me suis figé. Sophie ne touchait jamais personne. Je l'avais vue naviguer dans d'innombrables dîners d'affaires et galas de charité, sans même une poignée de main si elle pouvait l'éviter. Mais maintenant, sa main couvrait la mienne. Chaude, solide et réelle. « Vous n'êtes pas brisé », a-t-elle dit. Chaque mot était délibéré, puissant, comme si elle donnait un ordre. « Vous êtes prudent. Il y a une différence. Et vous avez tout à fait le droit d'être prudent après ce que vous avez traversé. Léa vous a laissé avec un enfant de 3 ans. Marie vous a menti en face la veille de votre mariage. Aucune de ces choses n'est arrivée à cause d'un défaut en vous. Elles sont arrivées parce que les gens sont égoïstes et faibles, et parfois ils blessent ceux qui les aiment le plus. » J'ai fixé nos mains jointes. Ses doigts étaient longs et élégants. Pas de bague, pas de vernis à ongles, juste pratique et fort comme tout le reste chez elle.
J'ai levé les yeux vers son visage et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la vulnérabilité, comme si elle avait baissé sa garde juste un instant. Et je voyais la personne derrière le masque de la PDG. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera vraiment, a dit Sophie. Sa voix était plus douce maintenant, presque tendre. Quelqu'un qui verra à quel point vous êtes bon. Bon, à quel point vous essayez. Quelqu'un qui ne... Elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont légèrement écarquillés comme si elle venait de réaliser ce qu'elle était sur le point de dire. Elle a retiré sa main et a pris son verre, a bu une longue gorgée, a détourné le regard. Quelqu'un qui ne... Quoi? Ai-je demandé. Mon cœur battait plus vite. Je n'étais pas sûr de la raison. Sophie a posé son verre et a de nouveau croisé mon regard. La vulnérabilité avait disparu. Le masque était de retour. Mais quelque chose en dessous était différent maintenant. Quelque chose avait bougé qui ne pouvait pas être délogé. Ne le gâchera jamais, a-t-elle dit finalement. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait été sur le point de dire. Je le savais. Elle le savait. Nous sommes restés silencieux. Le bar bourdonnait autour de nous. Conversation calme, verre qui tinctait. Quelqu'un a ri à l'autre bout de la pièce. J'ai regardé Sophie et je l'ai vraiment vue pour la première fois. Pas ma boss, pas la PDG milliardaire qui terrorisait les cadres sous-performants. Juste une femme assise en face de moi dans un bar faiblement éclairé, buvant du whisky et essayant très fort de ne pas dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas reprendre. « Sophie !» ai-je commencé. Je ne savais pas comment finir. Elle a secoué la tête une fois. Nette, définitive. « Ne faites pas ça, » a-t-elle dit sans colère, juste prudemment. « Pas ce soir. » J'ai hoché la tête. J'ai compris. Ce soir était trop brut, trop compliqué, trop lourd. Mais quelque chose s'était ouvert entre nous. Une porte dont aucun de nous n'avait soupçonné l'existence. Et maintenant qu'elle était ouverte, je n'étais pas sûr que l'un d'entre nous puisse la refermer. Nous avons fini nos verres en silence. Sophie a payé malgré ma protestation. Nous sommes sortis dans la nuit froide ensemble. Elle m'a proposé de me ramener, mais j'ai dit que je voulais marcher. Elle a hoché la tête et est montée dans sa voiture. Avant de partir, elle a baissé la vitre et m'a regardé. « Vous allez vous en sortir, Julien, » a-t-elle dit. Pas un réconfort, une fête. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue, puis j'ai commencé à marcher vers la maison. Les rues étaient vides maintenant, plus sombres, plus froides, mais d'une certaine manière moins solitaires qu'une heure plus tôt. J'ai pensé à Marie, à Léa, à toutes les façons dont j'avais essayé de construire une famille et échoué. Mais j'ai aussi pensé à Pierre à l'étage, au lit, me disant que c'était pas grave d'être triste. Et j'ai pensé à la main de Sophie couvrant la mienne. La façon dont elle m'avait regardé quand elle avait dit que je n'étais pas brisé. Aujourd'hui, c'est encore un peu flou. Parfois, je me demande si c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai tout gâché, que j'aurais pu faire semblant, essayer de sauver les apparences. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais simple, clair, ni parfait. Mais cette fois, au moins, je suis sur une base solide, sans mensonge, sans faux semblant, juste la vérité. Douloureuse, honnête et bien réelle. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est de là que tout ce qui vaut la peine d'être vécu doit commencer. Je marche un pas après l'autre, et j'essaie de croire que, quelque part sur cette route, recommencer ne ressemblera plus à un échec, mais à une vraie